expliquer comment optimiser un bolus repas, type de bolus, quand le faire selon le repas. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, d'autant que ma fille de 3 ans n'a pas de boucle fermée. Alors, c'est vrai que ce n'était pas le sujet de ma présentation, mais le titre était peut-être pas assez explicite. L'idée était de montrer ce qui se passait en boucle fermée quand on a du mal à faire ses bolus, on va dire, de manière optimale. Alors, pour revenir à ce que c'est qu'un bolus optimal, c'est un bolus qui est fait euh, euh, avant le repas. On dit même idéalement 15 à 20 minutes avant le repas, mais ça, c'est très difficile, même avec un analogue rapide dans la pompe, et dont la quantité est calculée à l'aide d'un assistant bolus pour métaboliser les glucides qui ont été estimés pour apporter par le repas. Et ensuite, on applique à cette quantité, donc qui est la quantité d'insuline qui est utile pour métaboliser le repas, euh, un facteur de correction qui va dépendre de la glycémie du moment. Mais du coup, comme vous parlez de votre fille qui a une 640 avec un capteur Enlight, il y a un système d'assistant bolus qui peut permettre de rentrer tous ces paramétrages-là. Et ces paramétrages sont ceux qui, enfin en tout cas le bolus 15 à 20 minutes avant le repas est adapté à la quantité de glucides du repas, plus le facteur de correction qui dépend de la glycémie du moment. C'est la manière idéale de faire le bolus repas. Et ensuite, on sait que c'est très difficile d'avoir un contrôle postprandial habituel, enfin le meilleur possible. Et simplement, on considère, et là ça reste un peu mathématique, on dit le delta de glycémie entre avant le repas et après le repas, il doit être de l'ordre au maximum de 60 mg par décilitre. Ce qu'on appelle après le repas, c'est 2 heures après le repas. Donc voilà, ça c'est la définition d'un bolus repas optimal, en sachant que même en ayant fait les meilleurs calculs possibles, en ayant bien fait tout ça, on n'est jamais 100% dans un bolus optimal. C'est pratiquement impossible. Alors, l'autre question, c'est combien de temps avant le repas faut-il faire le bolus? Alors, c'est vrai que dans notre éducation, on dit le bolus avec un analogue rapide dans la pompe, c'est à faire juste avant le repas. Du coup, c'est le message qu'on donne. Il se trouve que pour faire le mieux coïncider l'action de l'insuline avec la digestion, c'est-à-dire le pic de glycémie qui va suivre, qui est lié au repas, on sait qu'il vaut mieux le faire 15 à 20 minutes avant, même avec un analogue rapide. L'inconvénient de ça, c'est que c'est évidemment pas facile parce qu'il faut anticiper, qu'il faut du coup anticiper même 15 à 20 minutes sur la quantité de glucides que va apporter le repas. Et voilà, et donc d'une manière générale, on peut dire, pour avoir un message un peu éducatif correct, c'est avant le repas, oui, et dans certaines situations où on peut avoir un pic de glycémie postprandiale assez systématiquement, probablement 15 à 20 minutes avant. Alors, le bolus suboptimal, oui, je n'ai pas compris. C'est vrai que la présentation était un peu complexe, j'en suis conscient. Le bolus suboptimal dans l'étude que je vous ai montrée, c'est en fait c'est une définition arbitraire. On a dit ce qu'on appelle suboptimal, c'est un bolus qui va faire que la glycémie 2 heures après le début du repas va être supérieure à 2 grammes. C'est une définition très stricte de dire j'appelle ça suboptimal, parce que ce qu'on a vu dans l'étude, c'est que des journées où tous les bolus sont optimaux, c'est 25% des journées, et 75% des jours, on a au moins un bolus suboptimal. Ça ne traduit pas le fait que les gens font mal, ce n'est pas du tout ça, ça traduit le fait que le bolus optimal systématique qui va entraîner une glycémie 2 heures après chacun des repas inférieure à 200 mg par décilitre, c'est extrêmement difficile à obtenir. Voilà, donc la définition est arbitraire en réalité.
Vos 2 exemples sont très étonnants de notre côté si on oublie un bolus, sa glycémie monte. Oui, je vous ai montré des 2 exemples qui sont un peu caricaturaux. Toutes les courbes ne sont pas comme celle-ci, hein. Et pour être un tout petit peu plus aussi précis, c'est dans l'étude que je vous ai montrée, les enfants au début de l'étude, ils avaient un petit peu moins de 9 ans en moyenne et donc 1 an et demi plus tard, qui correspond aux courbes que je vous montre, ils ont à peu près 10 ans et demi. Ce qui veut dire que ce qu'on observe là, c'est pas complètement tout à fait extrapolable à ce qui se passe à l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, bon, il y a d'une part, le profil de glycémie peut être différent, les besoins d'insuline peuvent être différents et la différence aussi, c'est que dans les même s'il y avait des oublis de bolus ou des bolus suboptimaux dans l'étude que je vous ai montrée, les parents étaient quand même, souvent, en assistance de leur enfant, au moins sur la journée, enfin à un moment précis de la journée et alors qu'on sait très bien que pour un adolescent, et bah, c'est pas tout à fait pareil et enfin le dernier point qui est majeur, c'est que en fait, le système, il rattrape les choses à condition que la connexion fonctionne. C'est-à-dire, il faut que la pompe soit chargée, il faut que l'insuline, il y ait évidemment de l'insuline dans le réservoir de la pompe et il faut aussi que la glycémie soit parfaitement bien transmise à la pompe et s'il y a ces conditions qui sont réunies, le système va pouvoir faire un rattrapage, plutôt bon en réalité, même s'il n'est pas calibré pour, s'occuper des oublis de bolus ou des bolus suboptimaux. Heu voilà. Mais si par contre on a à la fois des problèmes pour faire ces bolus, mais aussi des problèmes de connexion qui sont des pertes de connexion qui sont fréquentes, et ben, dans ces cas-là, le système il va pas bien rattraper, et c'est pour ça que parfois les résultats métaboliques sont pas aussi bons. Ceux que vous pouvez rencontrer pour vos enfants sont pas forcément aussi spectaculaires que ceux qu'on a pu constater dans l'étude. Alors quand même pas mal de confort, on a moins le nez sur les glycémies, on est moins réveillé la nuit. Je regrette quand même un gros flou sur les paramètres qui jouent. Je parle de la Medtronic car je ne connais pas les autres et les discours sont différents d'un interlocuteur à l'autre. Même les équipes médicales ont du mal à avoir une information claire. C'est vraiment dommage. Je partage absolument votre avis. L'algorithme Medtronic est un algorithme auto-apprenant, c'est-à-dire qu'il est très autonome, mais l'inconvénient de ça, c'est que la marge d'action la marge d'action que vous décrivez, hein, j'imagine comme parent ou comme, et ben, on a au plan médical les mêmes difficultés de marge d'action. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on a été au maximum des adaptations qu'on est capable de faire avec la pompe et on ne sait plus quoi faire d'autre. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez dommage. Je partage en tout cas, je comprends tout à fait votre remarque. J'ai une fille d'été en boucle ouverte. Je retiens de votre présentation qu'il est très intéressant de passer en boucle fermée avant le collège pour compenser la période d'apprentissage de l'autonomie d'acceptation. Je ne sais pas si on peut dire ça, je comprends aussi le sens de votre question. Nous, en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'avec le temps, heu, chez les enfants, bah, la fréquence des oublis de bolus, elle augmentait puisque finalement, au tout début de l'étude, pour des enfants qui avaient un peu moins de 9 ans en moyenne, bah, il y avait près de 10 des journées où au moins un bolus était oublié et que, si on prend, la fin 1 an et demi plus tard, donc pour des enfants qui ont à peu près 10 ans et demi en moyenne, eh bien, c'était 22. Donc on ne sait pas si c'est parce que ils ont simplement un peu grandi, sont rentrés en collège et du coup, ils ont gagné, enfin, en tout cas, la part de leur participation autonome à la prise en charge de leur diabète a augmenté ou si c'est parce que la boucle fermée, a, finalement les a tellement relâchés qu'il y a plus d'oubli. L'un dans l'autre, je ne sais pas et en même temps, moi je dirais et c'est un peu le sens de l'ensemble des soignants, c'est plus on ira vers des systèmes qui demandent le moins d'investissement de la part, des jeunes et de leurs familles, plus on sera heureux, hein. C'est-à-dire, plus le système sera capable de faire, mieux ce sera pour le quotidien. Voilà. Donc, ce qu'on peut vous dire quand même pour aller dans le sens de votre question, c'est que, Élise Bismuth, qui est, diabétopédiatre à Robert Debré et Nadia Tubiana, diabétopédiatre également à Robert Debré,
ont, par rapport à l'étude que je vous ai montrée, poursuivi en fait, les recueils de données 3 ans plus tard, jusqu'à 3 ans plus tard. Donc pour des enfants qui là sont presque tous en collège, qui ont à peu près 12 ans, je pense, en moyenne d'âge, et que l'on sait que l'équilibre métabolique se maintient. Donc même si, la gestion des repas, est pas tout à fait, optimale et qu'elle est difficile, en réalité, l'équilibre métabolique, lui, il se maintient dans le temps. 15 à 20 minutes avant le repas, ça là me paraît beaucoup. Ne risque-t-on pas les hippos? Votre remarque aussi, elle est tout à fait légitime et naturelle. En réalité, non. Pourquoi? Parce que quand on même avec une insuline rapide, on dit le tout début d'action d'une insuline ultra rapide, hein, donc d'un analogue, pardon, rapide, hein, je vais pas du ultra rapide, mais d'un analogue rapide, type Humalog, Novorapid, Apidra pour donner les 3 noms de marques qu'on a à disposition. Le début d'action, c'est 5 minutes après, mais le début d'action, on va dire cliniquement significatif, c'est 15 à 20 minutes après. Donc en termes de 15 à 20 minutes avant le repas, c'est certes, si vous êtes très bas à ce moment-là, si vous êtes à 70, là, il ne faut pas attendre 15 à 20 minutes après avoir fait le bolus. Mais si vous avez une glycémie qui est un peu plus élevée, 90, 100, des choses comme ça, il n'y a aucun risque à attendre 15 à 20 minutes, avant le repas. Je ne comprends pas pour ma fille de 5 ans, boucle ouverte 640, on nous a appris à faire le bolus après le repas. Alors, c'est en fait, le côté faire le bolus après le repas, pour expliquer un petit peu la nature éducative de cette proposition, c'est que donc on est avec un analogue rapide, donc une insuline qui, par rapport à l'insuline humaine, qui était celle disponible avant, va effectivement agir plus rapidement. Tout début d'action 5 minutes après, début d'action cliniquement significatif 15 à 20 minutes d'après, pic d'action 1 à 2 heures après, fin d'action 4 heures après. Donc on s'est servi en fait de cette propriété de cinétique qui disait: «C'est une insuline plus rapide», pour dire, pour des enfants jeunes dont l'appétit est incertain, pour lesquels les parents, heu, ne savent pas finalement comment leur enfant va manger, on peut faire le bolus après le repas. Bon, il se trouve que, derrière ce message, la priorité, elle est quand même de dire tant qu'on peut le faire, il faut toujours faire le bolus avant le repas, et si vraiment on a des grands soucis, d'appétit très irréguliers et beaucoup d'angoisse en fait à cause de ça, on peut le faire après le repas, mais ça n'est pas la manière optimale d'action pour l'insuline. Ça dépend du type d'insuline, tout à fait, exactement. Et de la réponse à l'insuline. Là aussi, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a des réponses individuelles. Heu, Bonjour, lorsqu'on oublie un bolus, doit-on le faire dès que s'en aperçoit ou doit-on laisser la pompe faire son travail et dans le cas d'une boucle fermée avec pompe T-Slim? Alors là, il y a des recommandations. On dit: «Si j'oublie le bolus et que, je m'en rends compte dans la demi-heure qui suit», on peut faire le bolus, repas intégralement. Si on s'en rend compte entre 30 minutes et 1 heure après le début du repas, il est recommandé de faire la moitié du bolus repas. Pourquoi? Parce que la pompe, elle a déjà commencé à travailler pour lutter contre l'élévation de la glycémie, et si on fait un bolus repas entier, plus que la pompe a commencé à faire, on risque d'obtenir une hypoglycémie après le repas, et on dit si on s'en rend compte plus d'1 heure après, 1 heure ou plus après le début du repas, là, on ne fait plus le bolus repas parce que la pompe s'est déjà activée pour contrecarrer l'ascension de la glycémie. Par contre, on peut, en fait, suivre, la proposition de bolus que la pompe fait, la proposition de correction de la glycémie que la pompe fait. Voilà, donc c'est une manière de dire bolus repas dans la demi-heure, enfin bolus entier, si on est moins de 30 minutes après le début du repas, demi-bolus repas si on est entre 30 minutes et 1 heure, bolus de correction uniquement si on est 1 heure ou plus après le début du repas. Bonjour, on nous a conseillé en cas de bolus repas oublié d'administrer la moitié des glucides dans les 30 minutes suivant le repas. Confirmez-vous cette pratique? Alors, la moitié des glucides, je pense que vous voulez dire la moitié du bolus, hein, c'est ce que je comprends, et oui, je vous confirme cette pratique qui correspond à des recommandations, internationales en fait,
qui sont issus de la pratique des experts, hein. Mais c'est pas la moitié des glucides, c'est la moitié du bolus repas, celui qu'on aurait administré, heu, en rapport avec la quantité de glucides que le repas apporte. Avec boucle fermée, conseillez-vous de faire des bolus intermédiaires pour s'assurer que l'on n'en fait pas un trop important avant le repas, au cas où l'enfant a les yeux plus gros que le ventre? Non, non, en fait, on le recommande pas, il vaut mieux vraiment, faire le bolus, je comprends la question qui est, on a peur en fait que son enfant d'avoir fait un bolus important par rapport à l'appétit de son enfant. Bon, il se trouve que c'est pas une situation si fréquente que ça. Que ce soit la situation inquiétante, ça c'est normal. Mais dans la pratique, le côté: «Je me suis tellement planté», ou plutôt l'appétit de mon enfant était extrêmement différent de ce que j'avais calculé comme glucides et donc apporté comme bolus. C'est pas une situation fréquente et pour être même très précis, il y a eu des études, hein, qui ont regardé, qu'est-ce qui se passait après le repas quand il y avait des erreurs d'estimation de glucides, alors des erreurs par excès ou des erreurs par défaut et si vous avez, on va dire des erreurs qui sont de l'ordre de 10 grammes, 10-20 grammes, il ne se passe pas grand-chose en fait, hein, si vous voulez. Donc il faut vraiment avoir des erreurs très importantes, d'estimation des glucides pour avoir des soucis, par exemple d'hypoglycémie, si vraiment on a administré un bolus qui correspond à une quantité de glucides très différente de ce que l'enfant a réellement mangé. Comment fonctionnerait le système en boucle fermée complète? Saurait que l'on va manger. Alors, en boucle fermée complète, c'est ce qui est mis au point actuellement, c'est des algorithmes quoi alors, par exemple, il y a un dispositif qui s'appelle les roquettes algorithmes, c'est-à-dire des algorithmes qui sont capables de détecter que cette ascension de glycémie, ça donne des ascensions brutales de la glycémie, hein, quand même, le fait de manger sans faire de bolus, et du coup, l'algorithme est capable de détecter que cette ascension de glycémie, elle correspond à l'absorption d'un repas et donc, sont mis en place effectivement, sont en cours d'élaboration des algorithmes qui pourront gérer les repas complètement, sans qu'on ait besoin d'annoncer les repas. C'est ça que ça veut dire. Alors aujourd'hui, ces algorithmes, il y a des démonstrations qui disent: «Ils font plutôt pas mal», mais quand même pas aussi bien qu'une annonce de repas. À quand la boucle fermée sans tubulure? Merci pour votre conférence. Merci de votre remerciement. Boucle fermée sans tubulure, 2 modèles en cours d'évaluation. Donc le pod, hein, que vous connaissez, puis une pompe qui s'appelle la Medtrum. Heu, pour, le pod, le dossier de prise en charge de la boucle fermée est déposé, mais donc c'est dans les mains des autorités de santé, en sachant que les autorités de santé demandent pour chaque, marque, en fait, pour chaque, fabricant de pompe, les mêmes niveaux de preuve, que ce qui a déjà été demandé aux autres d'avant et donc pour le moment, on ne sait pas. Je ne saurais pas vous dire, les annonces qui sont faites, on parle de courant 2024, plutôt moitié 2024, mais ça reste une estimation, c'est pas du tout une certitude en réalité, à ma connaissance, on n'a pas d'informations formelles et certaines. Alors, vous parlez des bolus, mais la sensibilité intervient beaucoup aussi dans les résultats. Absolument, c'est-à-dire, j'ai parlé des oublis de bolus et c'est vrai qu'une chose que je ne vous ai pas du tout montré parce que ça devenait complexe, hein, c'est que finalement, les médecins, on a aussi un peu appris, on pourrait dire, à paramétrer les pompes pour faire face aux oublis de bolus et la sensibilité, qui est un paramètre qu'on peut régler dans le système Control IQ, est un système, qui effectivement enfin qu'on va paramétrer pour, permettre, la meilleure réponse de l'algorithme aux oublis de repas. Il est très difficile de le paramétrer correctement. Je suis d'accord, c'est-à-dire, en fait, on tâtonne un peu. Bon après, je dirais dans la pratique, on arrive quand même à le paramétrer, à mon avis de manière satisfaisante. Ce qui se passe en fait chez les enfants, hein, chez les jeunes, c'est qu'il évolue avec la croissance et avec la puberté. Donc, même même sans vouloir seulement le paramétrer pour des oublis de bolus, même, on va dire dans des conditions physiologiques, donc de croissance tout simplement, la sensibilité évolue et donc elle doit être réévaluée régulièrement. Intégralement fermée en France,
c'est-à-dire sans annonce de repas, j'imagine que c'est ça. Donc la question est: à quand les systèmes de boucle intégralement fermés? Heu, pour le moment, on n'a pas d'informations. Ce sont des phases expérimentales qui ont été publiées dans, les articles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore vraiment d'études, en milieu libre à la maison, si vous voulez. C'est les études que moi j'ai vues, que j'ai lues, sont, en milieu hospitalier, dans des structures d'investigation. Donc on n'est pas encore au pas où les études se sont faites, dans des contextes de vie, réels, quoi, concrètement. Ça viendra, hein, ça viendra probablement assez rapidement, mais tout ça, ça nous dit que les boucles intégralement fermées, c'est-à-dire sans dans lesquelles on n'a pas d'annonce de repas, nécessaire, ce sera quelques années. Je n'oserais pas vous donner un nombre d'années, mais je vais me risquer quand même. Alors prenez ça entre parenthèses, hein, j'ai pas d'informations, formelles, mais je dirais 4, 5 ans, 6 ans. C'est compte tenu des niveaux de preuves nécessaires, hein, et à la fois des preuves métaboliques d'efficacité, mais aussi des preuves de sécurité, bah, il faut quand même un petit peu de temps pour faire ces études-là, et il faut ces études avant que la les la en fait, les remboursements, pardon, les prises en charge par l'assurance maladie soient faites. Les bolus découpés ont-ils la même efficacité? Plusieurs petits bolus au cours d'un repas qui dure. Alors oui, ça fait partie de, vous voyez, nous, alors, quand on a un repas normal, c'est vrai que au plan éducatif, on dit un repas normal, il faut faire le bolus en début de repas. Un repas normal, ça va durer, 3/4 d'heure, 1 heure, on peut dire. On fait le bolus en début de repas, et parfois plus court que 3/4 d'heure, 1 heure, hein, pour des enfants, c'est souvent plus court. Mais si on est dans des repas de fête, heu, le fait de faire plusieurs petits bolus avant chacun des principaux plats, les grandes fêtes, les repas de famille qui durent longtemps, les repas de Noël, ça fonctionne très bien comme ça, et c'est même ce qu'on recommande en réalité. C'est c'est même en termes de calcul et de gestion, c'est certainement le plus facile en fait et le plus efficace. Si l'appétit des enfants est très variable, on peut faire des bolus fractionnés au fur et à mesure des repas. Oui, a encore faim et mange par exemple un dessert en plus, on peut le compter à ce moment-là. Quel impact sur la glycémie? Vous répondiez à la question d'avant et je partage tout à fait votre réponse. L'impact, en fait, si vous voulez, quand on fait ça, on aura probablement, d'abord parce qu'on est dans une circonstance de repas de fête, donc c'est toujours un peu particulier, heu, on aura, la glycémie ne sera pas aussi bien contrôlée, maîtrisée que d'habitude. Mais quand on est dans un repas de fête, il faut aussi un peu profiter de l'aspect, fête, et donc l'objectif, c'est pas d'avoir un contrôle parfait de la glycémie. On va dire, en faisant comme ça, on a un contrôle suffisant de la glycémie, et il faudrait simplement pas le faire tous les jours. C'est vrai que si on fait des repas de fête tous les jours, ça va être compliqué quand même d'avoir le meilleur équilibre, mais dans le caractère exceptionnel de la fête, ça marche très bien. Attention, en cas de bolus fractionné de glycémie basse, la pompe métronique fait la correction négative 2 fois. Elle enlève 2 fois la correction, alors qu'elle ne l'enlève qu'une seule fois si le bolus n'est pas fractionné. Votre remarque est juste, c'est vrai que j'ai parlé, en fait, les gestions, de fractionnement sont différentes selon les pompes. La correction négative, pour expliquer un petit peu ce que c'est, ça veut dire que si vous êtes, alors, enfin, si je comprends bien, parce que nous, ce qu'on appelle les corrections négatives, ça veut dire que c'est la pompe qui soustrait, du calcul de bolus. Alors soit si la glycémie est basse, elle va soustraire une petite quantité d'insuline du bolus parce que la glycémie est plus basse qu'attendue, ou bien elle va soustraire aussi ce qu'on appelle l'insuline active, et l'insuline active, elle dépend du bolus qui a été fait auparavant. Donc, heu, donc effectivement, les systèmes, ont pas tout à fait la même gestion. C'est un tout petit peu technique, hein, je pense, et après c'est, je pense, moi je vous encourage à parler de ces particularités-là, si elles vous posent des problèmes avec votre diabétologue pédiatre. Alors, bonjour, étant donné qu'il serait préférable de faire le bolus 15 minutes avant le repas et qu'il est difficile de prévoir la quantité de glucides de repas d'un enfant, ne pourrait-on pas administrer un petit bolus correspondant à 15 ou 20 grammes de glucides, par exemple 15 minutes avant le repas, puis compléter en cours de repas? Alors, ce côté-là, l'aspect, c'est-à-dire faire un priming, ça a été évoqué, hein, le fait de faire un priming.
C'est-à-dire de dire: «Je vais administrer une petite quantité d'insuline correspondant à une petite quantité de glucides et je vais compléter». Heu, il se trouve que cette manière de faire, elle est moins performante pour un repas standard que, le fait de faire un bolus, en une fois. Donc c'est vrai que, heu, l'idée globale quand même c'est de dire: c'est mieux de faire le bolus en repas pour un repas standard d'un enfant et dans les situations particulières et ça peut arriver, hein, où on a plus souvent des jeunes enfants qui ont un appétit très irrégulier, on peut avoir cette manière de faire effectivement. C'est une, on va dire, c'est une adaptation. Ma remarque en fait par rapport à ça, c'est que ce sont des adaptations, particulières à des situations particulières et que, en tout cas au plan éducatif, on ne souhaite pas les proposer comme, une manière générale de faire parce que ça n'est pas la plus performante. Donc bien sûr à ne pas écarter, mais heu, mais mais heu, mais voilà uniquement si, alors après je sais plus si oui voilà c'est ça. J'essaierai de vous rappeler éventuellement, enfin de vous répondre par SMS, voilà.